Jésabelle Coupé-Soubeyran, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour parler de réglementation bancaire. Vous estimez notamment que les règles en l'état ne sont pas aussi contraignantes que ne le disent les banques. Et ce discours des banques, qui vise à freiner l'inflation réglementaire dont elles se disent victimes, c'est l'objet de votre dernier livre, Blabla Banque, le discours de l'inaction, aux éditions Michalon. Et à vous lire, finalement, les banques, elles n'ont rien inventé. Tout est dans l'ouvrage, 2 siècles de rhétorique réactionnaire d'Albert Hirschman, économiste mais aussi sociologue et philosophe. Oui, c'est vrai, ce livre d'Albert Hirschman est formidablement éclairant. Il met en lumière les arguments types utilisés par ceux qui s'étaient opposés aux réformes du progrès social, de la Révolution française jusqu'à la création de l'État-providence. Et en gros, nous dit Hirschman, eh bien, ces arguments sont de 3 types. Tout d'abord, l'effet pervers. Gardez-vous de réformer ou vous obtiendrez l'effet contraire à celui recherché. Le deuxième, c'est l'inanité. Gardez-vous de réformer car cela ne sert à rien. Et puis le troisième, c'est la mise en péril. Gardez-vous de réformer car vous allez casser ce qui fonctionne. Alors, ce qui intéressait Albert Hirschman, c'était les réformes du progrès social, mais en le lisant, la transposition aux réformes bancaires et financières m'est apparue évidente. On retrouve exactement ces 3 figures rhétoriques dans le discours actuel du lobby bancaire pour s'opposer aux réformes bancaires et financières. Alors en bref, eh bien, les réactionnaires d'aujourd'hui sont dans la banque. Le progrès qu'ils refusent, c'est celui de la stabilité financière, pourtant essentiel au bien-être des citoyens, car, à mon sens, le mal-être de nos sociétés a grandement à voir avec les débordements de la finance. Alors, on va prendre ces arguments typiques un par un et les illustrer par des exemples. Donc, pour commencer, je reviens sur l'effet pervers, autrement dit, entre guillemets, le remède pire que le mal. Vous dites à ce sujet qu'il permet notamment, cet argument permet d'agiter l'épouvantail du shadow banking. Alors expliquez-nous cela. Alors, tout d'abord, disons que l'argument de l'effet pervers se veut subtil et même puisé à la source de la science, car les chercheurs adorent découvrir des effets pervers. Alors, appliqué aux réformes bancaires, c'est l'idée, par exemple, que si l'on calibre mal une nouvelle règle prudentielle, elle produira le contraire de ce qui est recherché. Autrement dit, le risque porté par le secteur bancaire serait accru par la volonté même de le réduire. Argument choc de l'effet pervers. Et vous avez raison, cela va jusqu'à dire que plus on renforce la réglementation, alors par exemple en augmentant les exigences de fonds propres, plus on va alimenter le shadow banking, ce fameux secteur bancaire fantôme, ce qui distille l'idée que plus on régule et plus on dérégule. C'est le comble de l'effet pervers. Et quel poids donner à cet argument? Il est faux, tout simplement? Alors, écoutez, évidemment que lorsqu'on met en place une nouvelle règle, il peut y avoir un effet pervers. La manipulation rhétorique ici, elle consiste à transformer cette éventualité, cette possibilité en fatalité, à faire comme si l'effet pervers était systématiquement la conséquence de toute nouvelle règle. Or, ce n'est pas une fatalité. Alors, si je reviens au shadow banking, c'est vrai qu'il a poursuivi son essor depuis la crise. Aujourd'hui, il est évalué au niveau mondial à plus de 75 000 milliards de dollars contre 62 000 milliards en 2007. Et cela provient sans doute en partie de transferts de risques entre les banques un peu plus réglementées qu'auparavant et les entités du shadow banking qui, elles, ne le sont pas ou beaucoup moins. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à renforcer la réglementation des banques. Cela veut dire que dans le même temps, il faut freiner l'essor du shadow banking, notamment en coupant les cordons qui relient les banques aux entités du shadow banking. Ces cordons, ce sont les lignes de crédit aux véhicules de titrisation, les prêts aux hedge funds, les opérations de repo, par exemple. Sur le deuxième argument typique, le « cela ne sert à rien », l'inanité, vous dites que l'art du rhétoricien réactionnaire, je vous cite, expert en arguments d'inanité, consiste à démasquer les trompe-l'œil. Alors là encore, est-ce que vous auriez un exemple? L'inanité, c'est un argument plus froid en fait, que le précédent. Alors qu'il pourrait paraître plus faible, il est au contraire assez mortifiant, puisqu'il consiste à dire que toute tentative de changement est vouée à l'échec, que les structures resteront intactes, qu'on ne pourra pas les transformer, par conséquent, eh bien, le changement n'est jamais que trompe-l'œil et illusion. Albert Hirschman l'explique vraiment très très bien. Alors, quelles sont ces illusions, ces trompe-l'œil dans le cas de la banque ?
Dans la logique de l'inanité, l'illusion, c'est tout simplement l'action du régulateur. C'est-à-dire que le régulateur fait comme s'il pouvait agir, mais de toute façon, il ne le peut pas, car le système est régi par sa propre loi. C'est la croyance imposée dans cette logique-là. Alors, en matière financière, on pense immédiatement à la loi de l'efficience des marchés, qui, dans les années 90-2000, avait de nombreux adeptes. Si effectivement vous croyez que le marché est efficient, qu'il s'autorégule et en plus qu'il est impitoyable, alors à quoi bon faire intervenir un régulateur? À quoi bon des réglementations? Tout cela ne fera qu'entraver le bon fonctionnement du marché. Alors évidemment, la crise est passée par là et aujourd'hui, il faudrait vraiment avoir passé ces 10 dernières années sur une île déserte avec de très vieux manuels de finances pour croire encore à l'efficience des marchés. Mais nos rhétoriciens de l'inanité ont trouvé de quoi construire un nouveau paradoxe subtil. À quoi bon vouloir réguler un système financier dont on a redécouvert qu'il était intrinsèquement instable? Alors là, le régulateur, si vous voulez, est tourné en ridicule, tel un Don Quichotte face au moulin à vent. C'est une vision évidemment caricaturale qui jette le discrédit sur le régulateur et qui va s'accompagner d'ailleurs très souvent d'un certain langage, de mots assez durs. Le régulateur sera par exemple traité d'irresponsable, en pesant les mots, paraît-il, quand il veut réformer la structure du secteur bancaire européen. Mais alors, si je comprends bien, c'est au régulateur de se défendre, de s'ériger en digue et puis de combattre cet argument. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'il s'en défend assez mal, en fait, parce que en matière de régulation financière, le régulateur prête souvent le flanc à l'inanité, bien aidé d'ailleurs par le lobby bancaire, dont l'action de SAP valide ainsi le discours d'inanité qu'il tient. Alors, la loi bancaire française de séparation votée en juillet 2013 est un bon exemple de trompe-l'œil. Quoi qu'on pense sur le fond de la séparation, cette loi ne fait pas ce qui avait été annoncé qu'elle ferait, et en annonçant ce qu'on ne fera pas, et en ne faisant pas ce qui aurait permis de tenir ce qu'on annonce, comment ne pas passer pour un imposteur? Alors enfin, troisième argument de cette rhétorique réactionnaire, selon Hirschman, repris par le monde bancaire, c'est la mise en péril, autrement dit, ceci tuera cela. Et là, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est plus on régule, moins on favorise le financement de l'économie réelle et donc de la croissance. Est-ce que cet argument est une pure figure rhétorique ou est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Alors ça, c'est effectivement le troisième mode de défense du statu quo, le troisième argument du discours de l'inaction, pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, c'est la mise en péril. Alors ici, la subtilité consiste à dire quelque chose du type « tout cela c'est très bien, mais cela se paiera ». Vous voulez plus de stabilité, vous voulez des banques mieux encadrées, ok, mais cela rendra le crédit plus cher, plus rare. C'est l'idée, si vous voulez, d'un arbitrage incontournable, valable en tout lieu, en tout temps, entre stabilité et croissance. Plus de stabilité, ce serait nécessairement moins de croissance. Et je dirais que tout cela, évidemment, ça prend dans un contexte d'angoisse profonde sur la croissance de demain. Et cette angoisse profonde sur la croissance de demain rend très perméable à ce genre d'argument. Alors, au XVIIIe siècle, au XXe, les réactionnaires défendaient la thèse de la mise en péril de la liberté par la démocratie. C'est cela qu'explique Albert Hirschman. La déclinaison actuelle, me semble-t-il, eh bien, c'est la thèse de la mise en péril de la croissance par la stabilité financière. Et vous voyez, Thibault, dans la façon dont votre question est formulée, je vous sens vous-même assez réceptif à ce genre d'argument. Alors justement, si je suis intoxiqué par le lobby bancaire, expliquez-moi, plus de stabilité, ce n'est pas forcément moins de crédit, moins de financement et moins de croissance. Pour répondre à cette question-là, il faut observer la relation entre finance et croissance. La finance, on en a déjà parlé ensemble d'ailleurs, la finance est un moteur de la croissance jusqu'à un certain seuil. Or, ce seuil est aujourd'hui largement dépassé. Trop de banques, trop de finances tuent aujourd'hui la croissance. Donc, réduire le poids de la finance, rétablir la stabilité financière, ce n'est pas mettre en péril la croissance, c'est au contraire se donner une chance de la réinstaller sur des bases plus saines.
Alors, je voudrais que l'on termine en évoquant la portée de ce discours dans l'opinion publique qui tient, il faut le dire, en grande partie les banques responsables de la crise de 2007. Alors, comment expliquer le peu de pression citoyenne pour plus de régulation? Est-ce qu'il faut simplement admettre de manière un peu cynique que le citoyen est un non-initié, qu'il se laisse forcément avoir par la rhétorique des communicants bancaires, comme ça pourrait être le cas en ce qui me concerne? Non, vous avez raison, c'est assez paradoxal, parce que le bank bashing est à la mode au Café du Commerce, et pourtant, il y a très peu de pression citoyenne pour un encadrement plus strict des banques. Il y a finalement assez peu de volonté pour pousser plus avant les réformes bancaires et financières. Alors il faut dire que ce ne sont pas des débats faciles d'accès, et que les arguments qui viennent d'être évoqués dissipent autour de ce débat un écran de fumée très épais. Mais pourtant, la rhétorique semble assez simple à décrypter, à vous lire et à vous entendre aujourd'hui. C'est vrai, ces arguments rhétoriques sont d'une simplicité assez désarmante. C'est ce qui fait leur force. Ils sont très séduisants, ils sont subtils, juste ce qu'il faut. En outre, ils sont maniés par des gens très intelligents, une élite qui, au passage, ferait mieux de mettre son brillant esprit au service de l'intérêt général, comme elle est censée d'ailleurs s'y engager en France, par exemple en sortant de l'ENA, plutôt qu'au service du seul intérêt du secteur bancaire. Je crois que ces arguments opèrent une véritable capture intellectuelle, ce qui veut dire que même ceux qui n'ont strictement rien à y gagner finissent par les défendre. L'indépendance, me semble-t-il, est en danger. Celle des économistes, celle de la presse, celle des médias, celle aussi des réseaux sociaux, même si on a l'impression d'y avoir un plus grand espace de liberté. Et pour cela, je crois qu'il faut absolument préserver des décryptages indépendants, précisément pour que ces questions cruciales de stabilité financière reviennent au cœur du débat public et qu'elles ne disparaissent pas sous la chape de plomb que cette rhétorique du lobby bancaire qu'on a essayé de décrypter ensemble s'applique à déverser. Eh bien, merci Jésabel Coupet-Soubeyran, merci d'être venue pour nous aider à comprendre, à décrypter cette rhétorique du lobby bancaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Blabla Banque, le discours de l'inaction aux éditions Michalon. Merci beaucoup. Merci à vous.